Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision, une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zango. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend, the primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Several councils crumbled in crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon, and the mayors sent out of their offices by the Anglophone crisis. These are some of the consequences of the crisis, and some of the mayors who have been chased out of their offices as a result of the deepening crisis spoke to our Southwest correspondent Derek Jato, and you hear them in this newscast. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la région littorale dans le bain des contributions. Plusieurs personnalités de la région autour du gouverneur réunis ce samedi dans la ville de Douala ont apporté ensemble une contribution de plus de 11 millions de francs CFA en attendant le deadline que s'est fixé la région le 2 juillet prochain. Et puis en sport, football, Coupe du Monde Russie 2018, après l'Égypte et le Maroc, la Tunisie également quitte la compétition après sa deuxième défaite ce jour. Les Tunisiens ont été battus 5 buts contre 2 par la Belgique. En attendant l'entrée en scène du Sénégal demain pour son deuxième match de son groupe, les Sénégalais vont affronter le Japon après leur victoire lors de la première journée. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Equinox Télévision. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la région de littoral, déjà dans le bain des contributions. Plusieurs personnalités de cette région réunies autour du gouverneur ont ensemble apporté une contribution de 11 375 000 francs CFA en attendant le 2 juillet prochain, date que s'est fixée la région du littoral pour l'ensemble des contributions. C'était donc ainsi lancé pour la région ce plan d'urgence humanitaire, une initiative du président de la République dont les articulations ont été énoncées en milieu de cette semaine par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Kian. Au finish, ce sera à peu près 13 milliards de francs CFA qui devront être contribués pour apporter du secours aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en proie aux exactions des sécessionnistes et même qui fuient les affrontements entre l'armée camerounaise et les séparatistes. Parlons de toute autre chose à présent. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le centre pour enfants vulnérables à Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. C'est un reportage de Jean Guizogo. Vous avez suivi l'histoire de Bétamba, c'est que certains d'entre vous ont été victimes. Le gouverneur de la région du centre saisit désormais toutes les occasions qui se présentent pour entretenir les jeunes sur l'affaire Mida. Un piège qui, selon Nazeri Podbeya, s'est refermé sur des milliers de Camerounais, en majorité des jeunes, malheureusement piqués par le virus du gain facile. Le problème de la Mida nous a marqué dans la région du centre. C'est dans la région du centre que la Mida est née. Et c'est un problème qui a concerné toute la grande jeunesse du centre parce que beaucoup se sont retrouvés influencés, entraînés dans une pyramide de Ponzi. Quand je parle du travail, vous voyez que le dossier MIDA, c'est beaucoup plus la jeunesse qui est impliquée. C'est parce que l'idée de faciliter, d'avoir l'argent facile, ne pas travailler, ça c'est des idées qui ne sont pas bonnes pour la jeunesse et pour une république qui veut avancer. La vie facile, c'est justement la voie qu'aucun jeune ne devrait emprunter au risque de gâcher son avenir. Une prescription faite à la nouvelle équipe dirigeante du Conseil régional de la jeunesse. Ils doivent donc mettre dans des actifs le travail et que seul le travail paie. Ils doivent respecter les institutions. Ils doivent donc encourager les jeunes à adhérer au travail, aux idiots qui incarnent donc la République. De ne pas penser qu'ils sont un syndicat, donc d'éviter les choses qui vont donc aller à l'encontre des institutions. Brice Gaël Sop et son équipe ont la lourde mission de redorer le blason d'une structure qualifiée par certains d'inutile et de budgétivore. Aujourd'hui, il est d'abord question de moraliser nos jeunes et de s'atteler à favoriser l'auto-emploi jeune. L'objectif du Conseil de la jeunesse, c'est de porter les revendications des jeunes vers l'État. Maintenant, organisme budgétivore, il est clair que ce n'est pas pour rien qu'on existe.
on va fédérer la jeunesse, surtout au cours de cette mandature. Ces nouveaux maçons qui ont reçu l'onction des autorités régionales, avec à leur tête le gouverneur, seront jugés au pied du mur, là où les prédécesseurs ont laissé un bilan plus que mitigé. Reportage de Marcelin Gansop sur cette sortie du gouverneur de la région du centre alors qu'il procédait à l'installation de nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse pour la région du centre a invité donc les jeunes à tourner le dos au gain facile en tirant les leçons de l'affaire Mida. Et revenons sur ce reportage de Jean-Guy Zogo. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le foyer pour enfants vulnérables de Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. Voici un jeune apprenant de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba recevant son kit de menuiserie pour aller affronter la vie après sa formation, loin de l'image du bagne digne du récit d'Alexandre Dumas dans le conte de Monte Cristo qu'on a souvent eu de cette institution. C'est l'un des temps forts de la cérémonie de réception de la première phase du chantier de réhabilitation de cette institution qui a eu lieu à Bétamba. Aujourd'hui, c'est la première phase. Cette première phase qui nous a permis, n'est-ce pas, de constater les travaux qui ont été réalisés. Et cette première phase qui porte sur les financements du budget 2017 a déjà été achevée. Au terme de ces travaux, 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée de cette année. S'agissant de l'aspect pédagogique, il n'est pas question de mettre les apprenants au fer, mais de l'améliorer, explique la ministre des Affaires sociales. Nous allons plutôt améliorer. La ligne pédagogique va s'améliorer. C'est-à-dire au-delà de ce qui se faisait ici avant, nous espérons pouvoir offrir des solutions durables à toutes les catégories des enfants vulnérables. Sur le chantier, le génie militaire en charge de la conduite des travaux relève les aménagements déjà effectués. La réhabilitation de la salle polyvalente, la réhabilitation de l'infirmerie avec bloc toilette, une médiathèque entièrement équipée, une menuiserie réhabilitée, équipée, un pavillon des agneaux comme dortoir, une section scolaire et bien évidemment un forage avec un château d'eau qui ont été réalisés. D'autres bonnes volontés, notamment du secteur privé, accompagnent aussi ce projet de réhabilitation du centre de l'enfance de Bétamba avec la mise sur pied d'une médiathèque. Le projet, c'est bien les enfants en détresse, les enfants vulnérables qui sont les cibles privilégiées des actions du ministère des Affaires sociales et de la Fondation Orange. Donc nous sommes en partenariat formel officiel pour pouvoir venir en aide à ces enfants vulnérables. Au terme de la réhabilitation de l'institution de l'enfance de Bétamba, créée à la fin des années 70, 500 enfants en moyenne pourront être accueillis au sein de ce centre dès 2019. Et le réseau des députés dédié aux questions relatives à la jeunesse se penche sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Les députés membres de ce réseau se sont réunis en session à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Le réseau Espérance Jeunesse REJ, le regroupement des députés dédiés aux questions relatives à la jeunesse à l'Assemblée nationale, se penche sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Une session de ces réseaux s'est tenue sur cette problématique à la Chambre basse du Parlement. Ces assises marquent la nécessaire synergie qui doit exister entre le gouvernement et le Parlement pour la prise en charge des questions d'intérêt national, comme celle qui nous réunit ce jour, à savoir l'emploi et le chômage. Le ministère de l'économie et des petites et moyennes entreprises apporte en appui son expertise à l'initiative des parlementaires. Ces jeunes qui sont très nombreux doivent d'abord tout faire pour avoir une formation professionnelle, soit à l'école où ils sont, soit dans les ateliers et les centres qui existent. Ensuite, ils doivent se présenter devant les nombreuses structures que l'État a créées pour eux, s'ils veulent exercer un auto-emploi.
s'ils veulent créer leur entreprise. Les jeunes entrepreneurs, pour leur part, bien que déterminés à prendre à bras le corps la question de l'auto-emploi, relèvent néanmoins nombre d'embûches sur leur chemin. On ne considère pas l'entrepreneuriat comme une activité professionnelle à part entière. Et on a des familles qui ne nous soutiennent pas, on a l'entourage qui nous rejette. Nous avons également l'insuffisance de formation. On a 80% des startups qui meurent 2 ans après leur création. Ça suppose qu'il y a un déficit de formation et on a le sempiternel problème du financement. Ce qui ne les empêche pas de faire preuve d'ingéniosité dans les projets qu'ils conduisent. C'est un magazine de bande dessinée qui incite à l'entrepreneuriat. Donc nous avons déjà gagné 2 prix internationaux avec ce magazine. Il est en format bilingue, 35 exemplaires distribués dans 11 pays différents et dans 17 villes au Cameroun. Donc bientôt nous allons faire le lancement officiel et pouvoir produire le dessin animé en 3 dimensions disponible sur Android et qui va pouvoir générer 12 millions d'euros par mois. Le pari du REJ est de contribuer à l'émergence de jeunes entrepreneurs, loin du tout fonction publique, qui ne permet pas de résorber l'épineuse question du chômage des jeunes au Cameroun. Des petits pas du REJ face à l'immensité de la question du chômage qui bat des records au Cameroun parmi les jeunes. Permettre aux acteurs du secteur de la microfinance de mieux affiner les décisions d'octroi de crédit et réduire les créances qui s'accumulent au sein de leurs établissements, c'est le but de la centrale des risques des établissements de microfinance rendue opérationnelle par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. En décembre 2017, 106 milliards de francs CFA étaient en souffrance dans les établissements de microfinance, soit environ 23% du portefeuille de crédit octroyé au Cameroun, contre 13% pour les établissements de crédit. Cette situation préoccupante résulte entre autres de l'inefficience des outils d'appréciation des risques de contrepartie et de l'asymétrie d'informations sur la signature des clients de ces établissements de microfinance. En effet, la décision d'octroi d'un crédit devrait être subordonnée à la capacité qu'a le prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, les renseignements sur la capacité de l'emprunteur à rembourser ses dettes et sur la discipline financière constituant des éléments essentiels pour l'analyse du risque et la prise de décision par les intermédiaires financiers. Un taux de sinistralité élevé des créances qui préoccupe le Conseil national du crédit, lequel a opté pour la mise en place d'une centrale des risques des établissements de microfinance. La CREF a essentiellement pour objectif d'aider les établissements de microfinance et de crédit dans leur décision d'octroi de crédit en fournissant des informations sur la situation des engagements des clients. Pour objectif aussi de réduire donc les créances en souffrance et aussi de limiter le surendettement de la clientèle. Elle présente ainsi le grand avantage de permettre un partage d'informations sur la clientèle entre les banques et les établissements de microfinance. Ainsi donc, les débiteurs indélicats, les clients voltigeurs qui passent des établissements de crédit à ceux de microfinance en laissant des ardoises n'auront qu'à bien se tenir. À ce jour, la centrale des risques des établissements de microfinance est alimentée par les données de 14 banques en activité au Cameroun, de tous les 8 établissements financiers, dont la Campost, et de 116 établissements de microfinance, dont l'ensemble des établissements de deuxième catégorie. En santé, l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala se prépare pour la Cannes 2019 et également affronter d'autres défis. La 7e session ordinaire du conseil d'administration de cette structure hospitalière vient de s'y pencher dans la ville de Douala. Lors des travaux, les membres de ce conseil d'administration se sont également penchés sur la bonne gestion financière de cet hôpital. Et pour plus de précision, je vous propose cette réaction, celle du président ou la présidente du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, Denise Honoré Koto Épée, est au micro d'Equinox Télévision. Nous devons rendre compte à la République de comment est géré cet hôpital. Et ces comptes remontent au ministre de la Santé, au ministre des Finances, et à la Chambre des comptes, qui va elle aussi, et à ces 2 ministères de tutelle, tous les 2 vont vérifier si, comme l'ont pensé
les membres du conseil d'administration et le président du dit conseil, ils vont vérifier et s'assurer qu'effectivement, il y a exactitude, il y a transparence dans la gestion, fiabilité dans la gestion de notre hôpital. Et nos comptes montrent léger mieux dans la recherche des fonds pour le bon équilibre de notre hôpital. Donc, le directeur général nous a présenté des documents qui ont été assez propres, nous devons le dire, des chiffres bien corrects. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons adopté à la fois le compte administratif, le compte de gestion de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Et la Tunisie, elle, est éliminée comme l'Égypte et le Maroc. Les Aigles de Carthage ont enregistré leur deuxième défaite dans cette Coupe du Monde ce samedi. La Tunisie a été battue 5 buts contre 2 par la Belgique. Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Polizango, thanks ladies and gentlemen for staying with us into the second segment of this edition of the news. I told you in the headlines, several mayors in crisis-stricken southwest region of Cameroon have been forced out of their offices by the Anglophone crisis, which has continued deepening. Many of them have seen their communities destroyed as a result of gun battles and, of course, houses being burnt down and other properties destroyed. Some of them who spoke to our Southwest correspondent Derek Jato said they and their communities are in a desperate and devastating situation. Details in the following report. The Ambazonian Defense Forces have closed down most councils in the southwest region. The activities of the councils are completely grounded. The councils cannot operate. And the affected mayors are on the run. People are on the run, including the mayor. I think I shouldn't tell lies. People are on the run, including the mayor. So the situation is desperate. Chief Bate Epe Robert, mayor of Tinto, a council in Manu Division, appeared from his undisclosed hideout and painted the picture on the ground. And I am saying here that you need to go back and open your office. It's just tantamount to inviting death to yourself. Because people are chased away, and those who are still hanging around cannot go to the office. Because people are supervising those offices. They want a complete, that the council is not functional. I talking here, I'm not been to my office for the past 1 month. I don't want to talk to the other person. I hear that people are not been to the office for the past 3 months. Today, the National Community-Driven Development Program, PNDP, is launching the second edition of Performance Basket for 2018. The Performance Basket of PNDP is a medium where the PNDP evaluate the performance of councils and reward them for the performance. The reward may be in cash, but what we based on is not just the cash, but how the councils improve in their management and administrative skills. But how can such a program be carried out in a region that everything is seemingly on a standstill? We have tried to appeal to the mayors that no matter the circumstances, they should make an effort to take part in this activity. They will go to show proof that even despite the situation that they are going through, and this will attract more interest and probably more sympathy. Even at this launch in Limbe, that was supposed to have the 31 mayors of the southwest region in attendance, only 5 mayors were present. I can't speak for the mayors who are not here. So I think it would be advisable for you to meet Limbe, for you to meet the mayor of Limbe, for example, to find out. But all the mayors were invited. Mr. Nkem David, the Southwest Regional Coordinator of PNDP, says a new strategy will be formulated. The Performance Basket technical team engaged by the Southwest Governor was also installed
and these members are having a 2-year mandate. Contributions are going on to meet the more than 12 billion francs CFA target of emergency plan for the northwest and southwest regions of the country. The littoral region has joined the rank of contributions to assist the people who have been displaced by the Anglophone crisis, those who are within the national territory and those who are now seeking refuge, thousands of them in number in the Federal Republic of Nigeria. In the littoral region, authorities converge and the governor's office today in a meeting chaired by the governor of the littoral region, Samuel Jedone Vahadibua, and at the end of the day, the amount of money collected amounted to 11 million francs CFA, 11,375,000 francs CFA collected today from authorities in the littoral region of the country, as well as other officials from the private sector who are equally contributing for the national emergency plan for the northwest and southwest regions of the country. In the meantime, it has become a difficult thing for many persons to travel to from Buea to Kumba and from other parts of the country to Kumba because of the uncertain situation and the fear that is looming over that region as well as the northwest region because of the deepening Anglophone crisis. It should be recalled that that highway linking the southwest regional capital Buea and the major city of Kumba, I should recall that Kumba is one of the major cities in the southwest region, notably as far as the Anglophone crisis is equally concerned. That highway was blocked, and a reporter, Davidson Maimo, saw how commuters suffered. Some of them were stranded for days at the My 17 Motor Park and others equally stranded in Kumba. Take a listen to this special report. Moving along the Moyoka-Kumba highway has become another risky venture for fear of being caught in a crossfire between the Ambazonia fighters and the state security forces. This reporter, among others, had to spend more than 2 hours at Mile 14 Moyoka subdivision due to exchange of bullets between Ambazonia fighters and government forces on Sunday, the 3rd of June 2018. This is Mile 40 along the Moyoka-Kumba stretch of road. The people you find here have actually decamped here due to attacks that is going on around Bagabagono there. In fact, the drivers told us that they were asked to go back after they met face-to-face with some young guys opening fire, live bullets, probably with the government forces there around Bagabagono. That is the situation here around Mile 40, where the people are decamped here and waiting until the road is open for them to get to Kumba. And probably it's the same scenario at the other side, with other people equally waiting for the road to open for them to get to Buea or somewhere else within Fako and the rest of the country. But the people of this area, since they are used to this for a while now, that is what is ongoing within this area, that it is like a daily routine for them to have gunshot. And that is why many of the people within this area have escaped to nearby bushes for safety. I don't approach with a very close range. That boy in terms of my turn back, gun shooting too much. People they just shoot gun in a different kind of thing will happen. So a big force now for reverse. As the other motor they see me to us, I reverse all into the turn. Best time for seeing. I don't hear today I meet up I'm live. Yeah, we just came face to face with armed civilians here at Banga Bakondo. I think we're just about 5 meters away from them. They stopped us and told us to go back. We asked why, and we just heard the gunshots that were coming from possibly some meters away. It appears that gunshot exchanges between them and the military. And they told us for fear of our lives, for our own safety, we should return to Buea. I'm just coming from an operation just 2 weeks ago. My head is not even ready. So this one, I don't even know what to do. In short, I'm confused. I don't even know if I'm going to Kumba or I'm going back to Buea. At Balangi, just as in other areas along the Moyoka-Kumba road, the whole area is deserted, with the people living in the bushes as well. The skeleton of 2 buses belonging to a transport bus service is very visible, and that of a truck. This reporter was made to understand that the buses were transporting crates of drinks belonging to a particular brewery company whose product has been prohibited by the Ambazonian fighters within the area,
while the truck was transporting rice and the owner refused to pay its taxes to the Ambazonian fighters. The exchange of gunshot on Sunday the 3rd of June 2018 saw some old women who had taken the courage to stay behind and not to go to the bushes running into the bushes for their lives. We'll go inside the bush. Why will I go inside bush, Mama? We fear they're gone. Okay. Why would they carry back so would they run at this way all every day? We run past we now would they run same we'll find some corner, we'll hide our head for day. Would they run so we not even know side picking the run go. Mammy the wrong way on side, Papa the wrong way on side. We don't know how side we picking the day. We too would run so for go hide our head for inside bush. We don't know side we go, Papa. Or what this thing don't pass we. They don't make come all every day My picking the I don't know side and day. My master I don't know side way day. Need to find some corner too for go hide my head for day. Okay. It was a long and tedious walk for over 3 hours into the bushes. However, respecting the order given to this reporter is not negotiable. We are right inside one of the forests, getting through the cocoa farms into the forest, where of course we are going to meet those who are flee away from the crisis, ongoing crisis for fear of gunshot that is occurring almost on daily basis. In fact, we can film right inside the forest. We have been told that the Ambazonia is prohibiting images, except otherwise if they want they'll call. So definitely we are approaching inside the forest already. So we're going to stop here for not to interfere with the Ambazonia Defense Force, as they do call themselves. That is the story. So we're going to end our images here, not to get inside the forest. Yeah. In fact, the entire village live in the bushes, same as in Banga Bakundu. In Balangi, just as in Banga Bakundu and other villages along the Moyoka Kumba stretch of road, the story is the same. I'm right inside one of the bushes within the Moyoka Kumba road, where of course most of the people actually escaped into the bushes for safety or gunshots. In fact, you can see behind me, it is the entire community that is living in the bush. And this is some of the issues that have come as a result of the ongoing Anglophone crisis, whereby it is daily exchange of bullets within the Moyoka Kumba highway. Davidson Maimo, special assignment. We're moving over to sports to talk about the encounter pitting Tunisia and Belgium today. And Tunisia, of course, becomes the second African nation to be booted out of the competition. Tunisia lost to Belgium 2-5. That was earlier today. And of course, Tunisia has been kicked out of the competition after the 7-time champions of the African continent, Egypt, was equally kicked up. Tomorrow, another African side will be going down to the pitch. Senegal will be locking horns with Japan after recording a win in their first encounter, while the other teams from the African continent still in the competition are practically limping, so to speak. And that's it for this edition of the Bilingual Primetime News on Equinox Television. Thanks for staying with us. Goodbye. Good night. Good night to you, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent juste derrière. L'émission Russie 2018, Eric Massian Djomo et les consultants d'Equinox Télévision vous donnent rendez-vous. Bonsoir.